Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'outil Notion ou Notion en français. Et Notion, c'est un outil de prise de notes, de gestion, de stockage d'informations, de documents, etc. Collaboratif, comme c'est indiqué là sur leur site, mais que vous pouvez aussi utiliser seul et qui peut être très utile même seul. On a eu envie de vous faire une vidéo sur Notion parce qu'on a énormément de questions à son sujet, sur son utilisation, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il peut être intimidant lorsqu'on le découvre comme ça de premier abord, il y a tellement de fonctionnalités, on ne sait même pas par quoi commencer. Donc là, l'idée de ce tutoriel, c'est que vous compreniez alors déjà à quoi peut vous servir Notion, qu'est-ce qu'on peut y faire, et puis comment l'adapter à votre activité et l'utiliser de façon quotidienne, de façon très simple. On verra vraiment les fonctionnalités de base de Notion. Notion est un outil très développé, il y a de l'intelligence artificielle, il y a plein d'automatisation surtout qui permettent de lier Notion à d'autres outils, de faire des actions donc automatiques s'il se passe quelque chose ailleurs. Tout ça, on verra pas ça aujourd'hui. On va vraiment s'intéresser aux bases pour que vous puissiez le prendre en main simplement. À noter que Notion est un outil gratuit pour une utilisation personnelle. Il devient payant dès lors que vous souhaitez créer un espace collaboratif et travailler à plusieurs. Il y a plus de détails sur les tarifs de Notion juste ici. Vous voyez qu'on a plusieurs forfaits. Dans votre cas, le gratuit peut largement faire l'affaire. Et puis sinon, vous pourrez passer sur le forfait à 8$ par mois par personne si vous êtes à plusieurs. Les différences entre les forfaits, si vous regardez bien, ça ne se limite pas uniquement au fait de pouvoir travailler seul ou à plusieurs. Il y a d'autres fonctionnalités qui changent. Par exemple, effectivement, l'historique, certainement le nombre de fichiers à télécharger. Voilà, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, mais en tout cas pour commencer normalement, le forfait gratuit suffira largement. Comment vous faites pour tester Notion et comment on commence sur Notion? On est invité tout simplement à essayer Notion et donc on n'a qu'à cliquer dessus. Donc là je suis bien sur le site de notion.seo, vous tapez Notion sur Google et vous tomberez dessus. Et ici, vous pouvez simplement vous connecter avec votre compte Google ou votre compte Apple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous connecter avec une adresse email. Il vous demandera de créer un mot de passe, etc. Moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Normalement, lorsque vous vous connectez donc avec votre compte Google ou avec votre adresse email, vous arrivez sur un écran qui doit ressembler à celui-ci avec un guide Notion débutant. Alors peut-être que ça a déjà changé selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Notion évolue beaucoup. Normalement, vous auriez aussi certainement un texte en dessous. Moi, je l'avais déjà supprimé, peu importe. Et puis, vous avez le panel de gauche qui sera le plus utile en termes de réglage. Et on verra aussi les petits paramètres ici. Bonne chose à savoir avant de s'attaquer au concret, je vous inviterai à aller faire un tour dans cet espace justement paramètres pour ajuster ce qui vous correspond le mieux. Je m'explique, il y a plusieurs réglages en fait ici. Donc là, j'ai cliqué dessus, il m'indique les membres de l'espace. Ici, il n'y a que moi. Si je clique sur mon compte, je vais pouvoir changer mon mot de passe, l'adresse email peut-être. Donc c'est ici que ça se passe. Mes paramètres, c'est plutôt sur l'affichage de mon espace, fuseau horaire, j'en sais rien, si vous n'êtes pas en France par exemple. Et puis on peut aussi, imaginons, changer l'apparence. Là, on est dans une apparence claire, donc tout est blanc. Je peux mettre par exemple tout noir en cliquant sur sombre. Donc là, c'est comme vous préférez. Je peux aussi ajuster les notifications, quand est-ce que je veux ou quand est-ce que je ne veux pas recevoir de notifications par email, par exemple. Et puis, changer la langue si jamais votre espace n'est pas en français, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez mettre français là. Et vous pouvez aussi cocher, si ce n'est pas déjà fait, commencer la semaine le lundi. Si ce n'est pas coché, il me semble que la semaine commence le dimanche. Et puis, vous avez d'autres paramètres que je vous laisserai regarder qui sont plutôt secondaires. Qu'est-ce que vous avez d'autre à gauche? Alors là, vous avez un espace recherché qui est très pratique. En l'occurrence, notre espace, on vient de commencer, il est vide. Lorsqu'on travaille et qu'on a beaucoup de documents, qui est personnellement le cas chez Agence Elona, on est deux dessus, il y a énormément de documents parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur Notion. Pour aller plus vite, en fait, on va juste taper un mot-clé et toutes les pages vont s'afficher, ce qui va nous permettre de retrouver nos documents beaucoup plus vite. L'onglet dernière modification, à quoi il correspond? C'est lorsqu'on travaille à plusieurs et qu'on se notifie des choses. Alors soit vous avez un espace sur lequel vous travaillez à plusieurs, soit peut-être que vous avez partagé un document, on verra comment faire ça juste après, vous avez partagé un document à quelqu'un qui n'est pas forcément de votre espace, mais cette personne peut commenter sur le document, et lorsqu'elle le fait, vous recevrez une notification ici. Vous allez avoir toutes les notifications, vous allez pouvoir les archiver, les marquer comme lues, et puis vous allez ainsi pouvoir les retrouver aussi dans votre historique qui sera affiché là. Pour vous donner une petite idée, si on se rend sur l'espace Notion Elona, donc là on est deux dessus, donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, il y a pas mal de choses qui sont privées, mais pour vous montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler un espace beaucoup plus rempli, qu'est-ce qu'on y trouve? On a deux espaces, on a un espace d'équipe, puisque là c'est l'espace sur lequel on travaille toutes les deux
avec Colline, donc c'est des pages qui sont accessibles à toutes les deux, et puis on a un espace privé, qui sont les pages qui sont accessibles qu'à moi. Et donc Colline n'y a pas accès, et elle-même, elle a son propre espace privé avec ses propres pages auxquelles je n'ai pas accès. Et puis ici, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont que des pages dans lesquelles parfois il y a encore d'autres pages, hein, si on clique là-dessus. Là, ce sont d'autres pages qui viennent s'emboîter comme ça, et on a la main assez facilement ensuite pour se promener sur ces différentes pages. Ici, par exemple, on a un planning commun, donc c'est là où on note ce qu'on va faire dans la semaine. To do, c'est là où on note tout ce qui est important à faire prochainement, les points d'attention dans notre activité. Contenu, si je clique dessus, on a notre calendrier éditorial, donc c'est là où on met tous les contenus qu'on a à créer. On peut même filtrer, je vous montrerai comment faire. Là, on a uniquement Instagram et LinkedIn. Là, on va voir les prochaines vidéos YouTube, etc. Donc là, vous voyez qu'on peut filtrer et avoir des vues plus précises. On a un onglet notes où on va noter tous nos documents. On a formation veille où là on vient faire ce qu'on appelle du benchmark, regarder un petit peu ce que font potentiellement les concurrents, les nôtres ou les vôtres, pour voir un petit peu comment évolue le marché. C'est là aussi où on met tout ce qu'on apprend sur certains sujets sur lesquels on souhaite se former, que ce soit effectivement les réseaux sociaux, les évolutions, moi pour le site internet. Voilà, c'est là où on répertorie en fait et on retrouve toutes les informations hyper pratiques pour centraliser vos informations et pour pouvoir toujours retrouver ce que vous avez lu, ce que vous avez appris. C'est un peu bête de passer parfois beaucoup de temps sur quelque chose et tout oublier parce que vous n'avez rien noté et que vous n'avez pas noté au bon endroit. Stratégie process, par exemple, si je clique dessus, à quoi ça correspond? Pour vous montrer un petit peu comment on peut constituer des pages sur Notion, ce sont des blocs et dans chacun de ces blocs, il y a d'autres pages. Chaque lien que vous voyez, ça correspond à une autre page. Si je clique dessus, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre. On fera l'exercice sur des pages créées de toutes pièces vierges juste après. Donc là, en fait, par exemple, qu'est-ce que nous on a mis ici? On a tous nos réseaux sociaux, ou en tout cas toute la communication qu'on fait, comme ça évolue, comme on a des stratégies différentes, comme on analyse les résultats, et bien on note tout au même endroit pour pouvoir s'y retrouver facilement. À droite, on a toutes les prestations, toutes nos offres, avec le détail, parfois les supports qui ont été créés pour garder le texte quelque part, parfois un historique, voilà, toutes les informations en fait sur nos différentes offres, toujours pour tout avoir au même endroit, tout regrouper, on y a accès toutes les deux et c'est hyper pratique. On a aussi toutes les fondations en fait de l'activité. Liens utiles, nous, dessus, on a toutes les informations qu'on utilise souvent, nos codes couleurs, par exemple, pour notre identité visuelle. On a tous les liens vers nos réseaux sociaux, vers des sites ou des outils qu'on utilise souvent, plutôt que de toujours aller rechercher le lien dans un email ou dans les fichiers parce qu'on sait plus trop où, d'espérer de retrouver dans l'historique. On note tout là, on gagne un temps fou. Et puis là, les 4 derniers, vous voyez, c'est des bases de données. On en reparlera, mais on a une fiche pour tous nos clients, pour tous nos prospects, pour tous nos partenaires, qui nous permet de garder l'historique, de garder toutes les informations importantes sur la personne en question, sur ce qu'on fait ensemble, de pouvoir les retrouver, de pouvoir noter les notes suite à un nouveau rendez-vous. Et vraiment, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être hyper organisé et de gagner un temps fou. Et je sais que l'organisation et la perte de temps est une problématique chez beaucoup d'entre vous. On a toujours beaucoup de choses à gérer. En tant qu'indépendant, on est sur plusieurs fronts, plusieurs compétences, on fait plusieurs choses. Et tout avoir au même endroit et savoir retrouver ces informations et savoir s'organiser, ça aide beaucoup. Donc voilà juste un petit aperçu de ce qu'on peut construire sur Notion, juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut venir noter, de à quoi ça peut servir. On rentrera plus dans le détail sur les différents formats et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce type de page. Là encore une fois, c'est parce que c'est du contenu relativement privé. Et puis, c'est intéressant aussi de voir que c'est relativement simple. Ça peut être impressionnant comme ça, mais en soi, c'est juste des pages dans des pages dans des pages. Là, il y a vraiment juste une page et dedans, j'ai mis des pages. Ici aussi, on reclique dessus. Peut-être qu'il y aura d'autres pages, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans, parce que comme je vous le disais au départ, on peut aller beaucoup plus loin avec Notion, on peut faire des formules, on peut faire des liens, des automatisations, peut-être des choses dont vous avez déjà entendu parler. Là, c'est vraiment pas l'objectif, on veut juste un espace clair, où on s'y retrouve, où ça va vite, et où c'est, encore une fois, simple de navigation. On a juste mis des couleurs pour rendre ça un peu plus joli et un peu plus structuré, mais sinon, il n'y a absolument rien de très complexe ici. Si je retourne dans l'espace de test, en général, lorsqu'on crée un compte Notion, notamment pour une utilisation personnelle, la première chose qu'on souhaite faire, c'est créer des pages pour y noter toutes nos informations qu'on souhaite y noter. Donc comment on crée une page sur Notion? C'est très simple. Alors, vous en avez déjà une qui doit être créée ici, et puis vous cliquez sinon sur « Ajouter une page », et puis vous pouvez lui donner un titre, page 1 par exemple, et c'est ainsi que vous pouvez créer autant de pages que vous voulez. Je peux mettre page 2, ainsi de suite. On va mettre même une page 3 pour l'exercice. Et ensuite, on peut les organiser. Donc là, on a une liste automatique qui se met ici. Je peux bien sûr les changer d'ordre si j'ai envie. Mettre par exemple celle-ci en dernier. Je peux mettre des sous-menus, c'est-à-dire en glisser une
dans l'autre, la page 2 a disparu. Pourquoi? Parce que maintenant elle est dans la page 1, page 2. Donc je clique ici, ou sinon je clique ici, page 1, et j'ai bien la page 2 qui s'affiche. C'est comme ça qu'a été construit l'espace que vous avez vu tout à l'heure, des pages dans des pages. Donc là, ça devient en fait un sous-menu. Je peux mettre la page 3 dans la page 1 aussi, si je veux. Donc elle s'affiche ici, et comme ça me nettoie mon menu, on va même mettre ça ici, hop. Donc j'ai l'impression que j'ai plus qu'une page, mais si je l'ouvre, j'ai bien les différentes pages qui se trouvent dedans. C'est une façon, en quelque sorte, de créer des dossiers et des sous-dossiers. Parce que si j'ai envie, je peux même mettre ces 2 pages, je les sélectionne, je les glisse dans la page 2, et vous voyez que là, maintenant, la page 2 a un sous-dossier. On peut en créer autant qu'on veut. Je clique dessus. Dans la page 2, je retrouve bien ma page 3 et mon guide Notion débutant. Je veux l'ouvrir, je clique dessus, ça s'ouvre. Donc juste un petit peu pour l'organisation de ces pages. Tout se déroule ici, vous en faites ce que vous voulez. Vous les déplacez en glisser-déposer simplement avec la souris. On va les remettre, on va les ressortir de là. Hop. Donc vous voyez que là, j'ai retrouvé toutes mes pages au premier niveau, en quelque sorte. Retournons sur la page 2. Donc jusque là, c'est assez intuitif. Pour les icônes, si vous souhaitez rendre vos pages un petit peu plus jolies, en fait, chacune des pages a différents réglages. Avant de rentrer dans ce qu'on y met, je vous montre un petit peu les fonctionnalités pour... Enfin, les paramètres, on va dire, de base d'une page. On a donc l'icône. Si je passe la souris, en fait, dessus, on ne le voit pas comme ça, hein, mais si je passe la souris, il me propose d'ajouter une icône. Et là, je vais pouvoir choisir, donc il m'en met une de base, je clique dessus. Donc je retrouve tous les emojis qu'on connaît bien, je peux en choisir un, par exemple je vais mettre celui-ci, et donc mon icône change, elle s'affiche ici, qui est le fil d'Ariane. On en a besoin quand on a plusieurs pages dans des pages pour se retrouver, pour retrouver le chemin. On en aura certainement utilité un peu plus loin. Et puis on le retrouve aussi ici, qui peut permettre d'identifier les pages plus rapidement, d'avoir un côté un peu plus esthétique, et puis ça peut être plus sympa pour naviguer. Donc vous avez l'icône et vous avez aussi, vous voyez, l'image de couverture. Je clique dessus, il me met une image de couverture là. C'est vraiment juste purement esthétique. Je peux la modifier ici, soit je choisis une couleur, soit j'ai des images qui me sont proposées, soit je peux charger un fichier de mes dossiers si vous avez des images sur votre ordinateur que vous souhaitez intégrer. J'ai même accès directement à une base d'images, donc la base Unsplash. Et là, je peux taper un mot-clé en anglais parce que Unsplash est une banque d'images anglaise. Peut-être que si vous tapez en français, il va faire la traduction, mais autant le noter en anglais. Et puis je choisis celle qui me correspond. Si j'ai envie de mettre ça, je clique. Et là, vous voyez que la couverture a été téléchargée. Je peux même la repositionner. Si je veux plutôt voir la mer, je mets ça comme ça, enregistrer la position. Et je peux ainsi personnaliser mes pages. Là, j'ai pas été très loin, mais en fait, vous avez des emojis, vous pouvez mettre aussi des icônes. Et vous pouvez changer la couleur des icônes ici. Il y en a énormément. Et vous pouvez même mettre des icônes personnalisées. C'est-à-dire que soit vous chargez un fichier, parce qu'encore une fois, vous avez un fichier dans vos documents sur votre ordinateur, soit vous pouvez même mettre des liens. Vous trouvez une image sur Google, très rapidement. Hein. Par exemple, si je tape Notion logo, on le laisse ouvrir. On va dans les images. Par exemple, cette image-ci, si je fais copier l'adresse de l'image, que je la mets là, normalement, il me semble qu'il va falloir me la ressortir. Voilà, et vous voyez que maintenant j'ai mon icône Notion. C'est un peu plus avancé, mais je sais que parfois on aime bien pouvoir faire ce qu'on veut de son espace et avoir quelque chose de joli, ça peut être plus encourageant et plus avenant pour travailler dessus. Donc pourquoi pas personnaliser votre espace de cette façon. Donc voilà un petit peu pour les photos de couverture, les icônes. Autre chose intéressante dans les paramètres, en fait, tout ce qui est paramètres de page, vous allez ensuite le trouver ici. Donc les 3 petits points là, en fait ce menu-ci, ça concerne la page qu'on est en train de travailler. Ici, toutes ces informations-là, c'est plutôt sur votre espace de façon générale, la gestion des différentes pages, etc. Tout ce qui est là, c'est pour la page sur laquelle vous êtes en ce moment. Donc si je clique dessus, j'ai pas mal de choix. Je peux changer la police. On va mettre un texte de base pour qu'on se rende un petit peu compte. Hop, si on copie juste ça. Donc j'ai fait un simple copier-coller d'un texte classique. Donc imaginons, voilà, on a notre texte. Je clique là-dessus, je peux changer la police. Je peux avoir une police même comme ça. Bon, je trouve que la par défaut est la mieux. Je peux réduire la taille de mon texte. Là, pareil, il me semble que celle par défaut est mieux. Par contre, ce que je fais souvent, personnellement, c'est que je mets en pleine largeur. Parce que j'ai aucun intérêt, en fait, à avoir mon texte aussi petit. Ça rallonge les pages. Donc, le plus souvent, je mets en pleine largeur. Convertir en wiki, j'en parlerai pas dans cette vidéo, je pense pas que ce soit forcément utile et voilà, ça serait beaucoup trop long, c'est plus avancé on va dire.
Déplacer, je vous invite à le faire en fait manuellement. Personnaliser la page, je m'arrêterai pas non plus dessus, c'est plus anecdotique, il y a peu de chances que vous en ayez besoin si vous travaillez seul. Verrouiller la page pour ne plus qu'on puisse la modifier. Donc plusieurs paramètres de ce type. Copier le lien, etc. Si on en reparlera, ça peut nous permettre de partager la page. Vous avez aussi l'historique de la page, si vous avez supprimé des choses, fait des bêtises, vous pouvez le retrouver ici. Données analytiques, pas très utile, c'est uniquement utile si vous partagez votre page comme un site internet, mais c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire. Enfin, il y a assez peu d'intérêt dans une utilisation de base. Et puis dupliquer, ça peut être utile, même très utile lorsque vous avez des pages qui se ressemblent. Eh bien, vous cliquez sur dupliquer. Il m'a créé la page 2, alors vous pouvez changer le titre, hein, et puis comme ça je l'ai bien ici et ici. Je peux aussi le faire directement en cliquant sur les 3 petits points qu'on a là. On a quelques réglages similaires, je peux la renommer directement là, je peux la dupliquer, l'ajouter aux favoris. Si j'ajoute aux favoris, elle passe devant. Ça vous crée en fait un nouvel onglet avec toutes les pages favoris, pourquoi pas. Et si je la supprime des favoris, je n'ai plus, j'ai juste mon menu de base. Celle-ci, j'en ai pas besoin, je clique sur les 2 petits points, je la supprime. Donc là, vous voyez un peu comment on gère ces différentes pages. De la même façon, ma page, je peux l'ajouter aux favoris en cliquant simplement ici et accéder à l'historique en cliquant simplement ici. Je clique dessus, on voit ce que j'ai fait depuis que j'ai créé la page. En l'occurrence, pas grand-chose, mais voilà, j'ai mis un titre, j'ai changé l'icône de la page et j'ai copié du texte. Et je peux retourner en arrière comme ça. Hop. Juste, je me rends compte que je n'ai pas parlé des modèles qui sont ici, je me suis arrêtée dans ce menu de gauche. La corbeille, on retrouve toutes les pages qui ont été supprimées si jamais c'est une erreur, vous souhaitez récupérer l'information. On l'a vu, 7 jours pour la version gratuite, 30 jours pour la version payante. Créer un espace d'équipe, je ne m'arrêterai pas non plus dessus, c'est ce que nous on a fait avec Colline, vu qu'on est 2, donc ça crée un espace au-dessus où on peut travailler à plusieurs, chacun paye son abonnement, parce que c'est possible uniquement avec la version payante. Par contre, ce qui peut potentiellement vous intéresser, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, c'est tout ce qui est modèle. Alors modèle, qu'est-ce que c'est? Je clique dessus, il va me renvoyer indirectement sur une base de modèles créée par Notion. Donc il y a des modèles qui ont été créés par les gens qui travaillent chez Notion, et il y a des modèles qui ont été créés par des gens comme vous et moi, qui ont fait un modèle et qui l'ont rendu public et qui vous permettent de l'utiliser. Alors il y a tout type de modèles, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Personnellement, moi je les utilise très peu, et pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé Notion ou qui veut le prendre en main, je déconseille en réalité les modèles, parce que, alors soit vous allez trouver un modèle très simple que vous auriez pu reproduire vous-même à votre sauce, et c'est souvent plus facile de repartir de quelque chose qu'on a créé que d'essayer de s'approprier quelque chose qui n'est pas à nous, qui n'a pas été fait avec notre réflexion, etc. Et puis surtout, parce que beaucoup des modèles que vous trouverez, notamment dans les modèles professionnels, tout ce qui va être calendrier éditorial pour la création de contenu, ou peut-être gestion de factures même, ou ce genre de choses, c'est parfois très complexe. Comme je vous le disais, il y a plein de fonctionnalités sur Notion, des automatisations, des formules, etc. Si vous téléchargez un modèle que vous ne comprenez pas, vous n'arriverez pas à l'utiliser et vous allez abandonner Notion aussi vite que vous êtes arrivé. Donc moi, je vous conseille soit de regarder quand même si des choses vous intéressent pour vous inspirer ou pour peut-être trouver quelque chose de très précis que vous recherchez. Là, par exemple, vous voyez qu'on a une espèce de liste de tâches, soit sinon de créer vous-même vos pages et de le faire au fur et à mesure pour vraiment vous approprier votre espace et ne pas chercher à avoir un truc trop complexe dès le départ parce que ça va vous perdre. Je peux quand même vous montrer comment en apporter un facilement. Alors vous avez vie pro, vie étudiante, vie perso, etc. Si on reste dans vie professionnelle, si on prend par exemple un calendrier éditorial de blog, pourquoi pas. Donc là, on a un exemple avec pas mal de choses, nom, statut, type de contenu, on reverra tout ça, comment j'ai créé ça, comment on peut créer ça juste après, le type d'audience, l'auteur, le réviseur. Voilà, là c'est tout bête, mais si vous téléchargez ça, et bien si vous travaillez tout seul, déjà tout ça, il y a peu de chances que ça vous serve. Donc c'est toujours ces choses-là où parfois c'est trop complet. Et puis peut-être que ce calendrier éditorial de blog ne vous satisfait pas, là on a que les modèles de Notion, on peut cliquer sur autre modèle ici, ça nous renvoie sur le site de Notion, et là on a vraiment tous les modèles, y compris ceux créés par les gens. Donc je clique dessus, vie pro, je peux sélectionner, imaginons projet et tâches, à quoi ça correspond. Je peux afficher le modèle, je le découvre en même temps que vous, comme ça on voit un petit peu comment ça se présente. Et donc là on a effectivement un modèle projet et tâches qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne, toutes les tâches à faire, les études. Et vous voyez déjà un petit peu ce que j'entends par complexe. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Peut-être oui, mais souvent non. Par contre, imaginons que ça m'intéresse, que c'est vraiment le modèle dont j'ai besoin. C'est très simple, pour l'utiliser, je fais démarrer avec ce modèle et ça va automatiquement le dupliquer dans mon espace personnel. Alors moi j'en ai 2, on est en train de travailler sur l'or. Duplication, ça peut prendre un petit peu de temps si le modèle est relativement long.
Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé projet et tâches, donc il m'a dupliqué ce qu'on vient de voir dans mon espace à moi. Et là, c'est vraiment qu'à moi, il n'y a que moi qui ai accès, c'est dans mon espace, j'en fais ce que je veux, je garde uniquement ce que je veux. Si je me dis j'ai pas besoin de ça, je peux tout sélectionner, je supprime. Je peux changer le nom si j'ai envie, etc., etc. Donc voilà un petit peu les modèles. Vraiment, je passerai pas plus de temps là-dessus, parce qu'encore une fois, en réalité, c'est souvent, pour une utilisation personnelle de base, pas utile. Je supprime. Donc pour revenir à notre page, qu'est-ce qu'on peut mettre sur une page? Vous l'avez vu, j'ai fait un simple copier-coller de texte. Donc pour écrire du texte, soit je le copie-colle, soit je l'écris comme j'écrirais dans un éditeur de texte classique, Microsoft Word, enfin sur n'importe quel outil, je peux taper mon texte librement. Une fois que j'ai mon texte, je peux aussi, si je le surligne, faire différentes choses. Je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, je peux le souligner, le barrer. Je peux, alors là ça on n'en parlera pas, formule, etc. Je peux changer la couleur du texte, le mettre en orange par exemple. Je peux mentionner, on en reparlera juste après. Et je peux aussi changer le type de texte. Si ça je le sors, je le resélectionne. Là on a du texte classique et en fait ce sont ici tous les types de textes qu'on peut avoir. Je peux par exemple mettre un titre 1. Et ça me permet ensuite d'organiser ma page comme je le souhaite. Donc là en l'occurrence c'est très inutile, on ne voit rien. Mais si je veux par exemple mettre un titre, là je l'ai sorti, enfin je l'ai pris d'un texte de base, mais sinon je peux juste faire un slash. Vous voyez que dès que je mets le curseur de ma souris, il me dit appuyez sur la touche espace pour l'intelligence artificielle ou sur le slash pour afficher les commandes. C'est surtout ça dont on a besoin. Je fais slash, il me propose tous les blocs possibles. Donc là, si c'est votre première utilisation de Notion, je vous invite à peut-être regarder, tester, voir à quoi ça correspond. On va pas tous les passer en revue. Le texte, c'est simplement du texte, hein, comme on l'a vu. La page, ça va créer une page vierge. Vous demandez de mettre un titre et on va refaire ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Une liste de tâches, ça va créer, comme ici, une petite case à cocher. Et ensuite, je peux en avoir plusieurs. Et puis, je peux les cocher quand c'est réalisé. Donc, c'est ce qu'on utilise souvent pour les to-do list. Hop, si je remets le slash, j'ai des titres, donc je peux avoir un grand titre, un titre de taille moyenne, un titre de petite taille. Par exemple, si j'ai un grand titre, on va le mettre là, je vais faire un copier-coller de ça. Là, j'ai mon titre. Je peux avoir ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant? Un tableau, alors on pourrait très bien effectivement avoir un tableau. Vous pouvez ajouter des colonnes ici, vous pouvez ajouter des lignes en dessous, vous pouvez en fait mettre que c'est une en-tête. Quand j'ai cliqué sur les 3 points là, il me proposait l'en-tête de colonne. Hop. Donc ça change un petit peu la couleur. Si jamais là c'est des paramètres, vous pouvez ensuite noter les données ici. Voilà, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Nous, c'est vraiment pas quelque chose qu'on utilise du tout sur Notion, puisqu'on le verra juste après, il y a ce qu'on appelle des bases de données qui correspondent plus à nos besoins et souvent aux besoins de beaucoup de personnes. Si je clique de nouveau sur le slash, qu'est-ce que j'ai d'autre? Liste à puces, alors ça porte bien son nom, c'est juste pour avoir une liste à puces, liste numérotée, ça se fait aussi automatiquement. Si vous tapez un point sur votre clavier et ensuite votre texte, il va automatiquement le convertir en liste. Ce qui peut être intéressant, on a des citations, bon, si on veut. Par contre, le menu dépliant, c'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup et qui peut être très pratique. Ça vous permet de masquer du texte. Hop. C'est-à-dire que je clique sur la petite flèche et je peux, imaginons, rentrer ce texte où j'aurais pu l'écrire directement dedans et je ferme. Donc vous pouvez ainsi réduire drastiquement la taille de certaines pages ou ne pas avoir toujours à tout dérouler et avoir uniquement vos informations, enfin voir les informations quand vous le souhaitez et donc vous appuyez sur la flèche ici pour l'ouvrir. Donc là on a du texte classique, ce menu dépliant existe aussi pour des titres. On peut avoir des gros titres indépliants. Hop, je mets ça là-dessus. Donc là, j'ai bien un titre, parce qu'en termes de taille, on ne peut pas changer la taille sur Notion de façon manuelle. Il faudrait coder, mais on n'a pas envie. Donc c'est soit la taille de base, soit c'est un titre 1, soit c'est un titre 2, soit c'est un titre 3. Mais on peut quand même avoir des dépliants. Titre 1 ici, je pourrais l'avoir en titre 2 dépliant. Vous voyez, c'est un peu plus petit. Et titre 3. Si j'en veux plus, j'ai simplement à supprimer la flèche et j'ai quand même tout mon texte qui s'affiche. C'est juste que je ne peux plus le cacher. Donc pour faire ça, on l'a vu, soit je fais slash et je trouve menu dépliant, soit de façon très rapide, vous faites le symbole flèche, je ne sais pas comment ça s'appelle sur le clavier, je fais un espace et automatiquement il me crée un menu dépliant. De façon générale, il y a énormément de raccourcis sur Notion. Je vous invite d'abord à prendre en main comme ça. Si jamais ça devient un outil que vous utilisez souvent, n'hésitez pas à aller sur Notion ou sur Google pour avoir un raccourci, enfin avoir un récapitulatif de tous les raccourcis possibles. Par exemple, raccourci tout bête, mais si je tape dièse sur mon clavier,
espace, automatiquement j'ai un titre 1 qui s'affiche. Si je tape 2 dièses, titre 2, 3 dièses, vous l'avez deviné, titre 3. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de gagner beaucoup de temps lorsqu'on utilise beaucoup cet outil. Si je remets slash pour continuer sur ce qu'on peut intégrer sur Notion, on a un séparateur, donc c'est juste une ligne, je vais pas forcément en parler. Lien vers une page, c'est pour intégrer le lien vers une page sur Notion ou même vers une page en dehors de Notion. Mais là, au limite, vous faites un copier-coller d'un lien et ça fera très bien l'affaire. Encadrer, ça peut être intéressant pour mettre en exergue, pour mettre en valeur certaines choses. Si vous n'avez pas d'encadré, votre page elle va être uniquement structurée avec des titres et votre texte. Visuellement, peut-être que vous avez envie de segmenter les choses plus clairement, un peu comme je vous ai montré dans notre espace Elona. Je clique dessus, ça me crée un encadré. Je peux choisir une icône pour cet encadré en question. On va remettre le petit singe. Je peux mettre mon texte, imaginons. Et puis, normalement, si vous appuyez sur Entrée, vous sortez du cadre. Et ça peut être embêtant parce que vous dites, mais moi, j'aimerais mettre plus de choses dans ce cadre. Et bien, c'est pas grave, vous le mettez en dessous, vous pouvez le glisser à l'intérieur. Et donc, vous pouvez glisser n'importe quoi, des titres, des images, on verra juste après, une liste à puces, vous glissez ce que vous voulez et vous pouvez même le ressortir tout aussi vite. De façon générale, vous voyez qu'en fait, on peut modifier, déplacer les éléments en cliquant sur les points ici, vous le mettez où vous voulez, c'est très intuitif à ce niveau-là, et puis vous pouvez reconstruire comme ça votre page. Ce qui m'amène aussi à vous montrer, parce que j'en reparlerai certainement pas, c'est pas le point le plus essentiel, mais en termes de structure, on peut faire des colonnes. Il me semble qu'aujourd'hui, si vous mettez slash et vous tapez colonne, vous pouvez déjà choisir 2, 3, 4 colonnes, imaginons. Donc vous avez une colonne ici, vous avez une colonne ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du texte, des images, etc. Si jamais vous vous rendez compte après coup que vous souhaitez une colonne, vous avez créé cet encadré ici, je peux le dupliquer en cliquant là-dessus, dupliquer. Autre raccourci, j'en profite, si je clique sur CTRL D sur mon clavier, il le duplique automatiquement. Bon là encore une fois c'est du bonus, mais c'est bon à savoir. Je peux le supprimer en cliquant sur ma touche supprimer. Et puis ce bloc-ci, je peux le mettre à côté. Et donc voilà, j'ai créé automatiquement 2 colonnes. Et si j'en veux 3, ce bloc-ci, je peux encore le mettre à côté. Et donc là, j'ai créé 3 colonnes. Et vous pouvez ainsi comme ça construire votre espace et le personnaliser. Là, honnêtement, ça vaut pas le coup de passer plus de temps là-dessus. L'idée, c'est que vous puissiez, vous, dans tous les cas, si vous souhaitez le prendre en main, il va falloir passer un petit peu de temps et tester. Et encore une fois, si c'est votre première utilisation, si vous souhaitez déjà voir si l'outil vous convient, contentez-vous du plus simple. Sinon, ça risque de vous dégoûter si vous cherchez à faire des trucs trop compliqués. Je peux retourner en arrière, je clique simplement sur CTRL-Z sur mon clavier et je retrouve ce que j'avais au départ. Pour finir sur tout ce qui est type de contenu qu'on peut intégrer, je vais juste supprimer cette colonne dont je n'ai absolument pas besoin. Hop. On a vu donc les listes à puces, on a vu les différents types de textes. On a ensuite tout ce qui va être média. L'IA intelligence artificielle de Notion, je pense pas que j'en parlerai, peut-être un peu plus tard. Tout ce qui est média, on peut ajouter des images, on peut ajouter aperçu d'un lien web, des vidéos, des audios. Donc vidéo, audio, vous cliquez dessus, vous mettez soit le lien de la vidéo, vous voyez, insérer un lien, soit vous chargez une vidéo sur de votre ordinateur. Un peu lourd de mettre un fichier vidéo comme ça, vaut mieux mettre un lien. Pour les images, c'est pareil. Soit on fait dièse, on tape image et on peut intégrer une image. Donc là, soit je la charge depuis mon ordinateur, soit j'intègre un lien si c'est une image qui est en ligne, soit je la charge toujours dans cette base de données, d'images Unsplash ou même dans la base de Giphy. Si je charge une image ici, alors est-ce que j'ai quelque chose ? Je fais ouvrir, vous voyez que là c'est mon image d'une vidéo précédente, je peux changer la taille, je peux le mettre à gauche, je peux la mettre à droite, voilà, je fais un petit peu ce que je veux à ce niveau-là. Je pourrais en mettre une autre à côté, comme on l'a vu, je peux construire des colonnes comme ça, je pourrais mettre mon texte à côté si j'en avais envie. Voilà un petit peu pour les images. Donc là on a un petit peu les blocs de base de Notion, tout ce qui est texte, tout ce qui est image. On peut aller bien plus loin et je vais vous le montrer parce que ça peut être intéressant. Si on continue à dérouler toujours cette fameuse liste lorsqu'on tape le slash. Donc là, on a vu les blocs de base. On a vu rapidement les blocs médias. Peut-être, ce qui peut être intéressant dans les blocs médias, c'est tout ce qui est lien web. Si je prends, là, ils avaient montré un exemple de Wikipédia, pourquoi pas. Si je vais sur Wikipédia, je tape France, pourquoi pas, et que je veux ce lien-ci, ça m'intéresse de le copier dans ma page. Donc je fais simplement
copier-coller. Et là, vous voyez que quand je copie-colle, alors soit il me fait ignorer, donc il va me laisser le lien tel quel, soit je peux créer un aperçu visuel du lien, voire même intégrer dans cette page. Créer un aperçu visuel du lien, vous voyez qu'il me donne en fait un petit résumé, c'est les premières lignes hein, du lien en question, et l'image qui a été utilisée pour illustrer le lien. Ce qui peut être très intéressant par contre, c'est si je recolle ce lien, que cette fois-ci je fais intégrer dans cette page, et là où on voit un peu la magie de Notion, il est capable de me mettre la page en question, et je peux même la dérouler à l'intérieur. Et donc là, vous voyez un peu le type d'information qu'on va pouvoir condenser ici. Vous allez vraiment pouvoir avoir une page web, on a le déroulé, là j'ai toute la page Wikipédia qui s'affiche sur ma page Notion sans que j'ai besoin d'aller sur Wikipédia. C'est quand même hyper pratique. Et ça fonctionne pour donc des pages, n'importe quel type de page web. Ça fonctionne même pour Google, par exemple, pour une carte Google. Si je fais /, je tape Google, Google Maps, intégrer une carte Google Maps, il me demande le lien de ma carte, donc je retourne sur Google, on va mettre simplement l'île, je clique sur Google Maps, ouvrir dans Maps, pour avoir bien le lien de la carte en question, je fais un copier-coller ici, je copie-colle, intégrer une carte, je le laisse charger, et là j'ai ma carte donc de l'île, je peux même zoomer directement dessus, je peux même changer le type de vue, je peux mettre un itinéraire, je peux normalement réduire la taille de cette carte, enfin vous voyez qu'il peut vraiment faire pas mal de choses. Je vais pas vous montrer en détail, mais on peut aussi intégrer des playlists Spotify, écouter du Spotify sur Notion, donc ça marche pour Spotify mais ça marche pour tout type d'audio. On peut intégrer en réalité beaucoup d'outils. Juste pour vous montrer un petit peu la liste, quand je parle d'automatisation, d'intégration sur Notion, beaucoup de personnes utilisent pour ça parce que c'est vrai que c'est très très puissant à ce niveau-là. Si on descend, on en reparlera un petit peu de tout ce que je suis en train de passer. Vous avez voilà, intégration, donc là on vient en fait d'intégrer une carte Google Maps, c'est ici. Mais vous pouvez intégrer des tweets, si vous êtes sur Twitter, des documents de votre Google Drive, vous pouvez intégrer, alors ça c'est un outil de design, des maquettes, voilà, c'est plein d'outils, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui peuvent être intéressants dans le cadre de votre activité. On peut intégrer un PDF, et donc là, c'est comme la page que vous voyez de Wikipédia, vous avez votre PDF qui s'affiche sans que vous ayez besoin de forcément le recopier, enfin l'ouvrir à chaque fois. Et vous avez comme ça plein de choses. Donc là, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse et creuser chacune de ces intégrations si vous utilisez certains de ces outils. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. On va supprimer ça. Un autre bloc que je trouve très intéressant, notamment lorsqu'on commence à avoir des pages très longues avec beaucoup d'informations, c'est le bloc sommaire. Donc si je tape / en anglais table of content, donc tableau, table des matières, ils appellent ça, je clique dessus, et là l'avantage c'est que ça me note tous les titres. En l'occurrence j'en ai que 2, mais si je refais un copier-coller de ça, donc moi je fais CTRL D, voilà on va en mettre 3, et je déplace ça ici et ça ici, ça me permet, quand j'arrive sur une page, de gagner beaucoup de temps. Si c'est très long, on n'a pas trop envie de scroller, de dérouler pendant 3 minutes. Je clique dessus et j'arrive directement au bon niveau. On peut même faire des liens d'ancrage, c'est-à-dire que chacun de ces blocs-ci a un lien. Si je clique dessus, copier le lien du bloc que je peux mettre ailleurs. Imaginons dans la page 3. Je fais exprès de vous montrer un petit peu rapidement des fonctionnalités parce qu'en réalité, il y a peu de chances que vous en ayez besoin tout de suite, mais pour vous montrer un petit peu les possibilités. Je fais un copier-coller du lien, donc ça c'est le lien en fait qui m'a copié de mon bloc, de mon titre 3 que je viens de coller, et si je clique dessus, vous voyez qu'automatiquement je retourne sur ma page 2 et sur le bon bloc qui m'intéresse. Ça peut être intéressant si vous faites différentes pages et que vous avez beaucoup d'informations dans une page et que lorsque vous souhaitez rappeler une information, vous n'avez pas envie de tourner tout en haut de la page, mais directement sur le bloc qui vous intéresse. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour les sites internet, et pourquoi c'est intéressant et pourquoi Notion a mis ça en place, parce que même si on ne le verra pas forcément aujourd'hui, il faut savoir que certaines personnes utilisent Notion aujourd'hui comme un site internet. Ils créent des pages comme ça, des pages dans des pages dans des pages, et puis ils envoient ensuite le lien, ils le partagent, et les gens peuvent venir naviguer dans les pages. Ils peuvent pas forcément les modifier si on leur a pas donné l'accès, mais ils peuvent visionner, et donc vous pouvez mettre des informations de tout type, et les partager ainsi librement, et faciliter la navigation des personnes grâce à ce type de lien. Voilà un petit peu pour l'utilisation de ça. Mais ici, ce qui m'intéressait vraiment, c'est ce sommaire qui, pour le coup, peut être très utile. Voilà un petit peu pour les blocs que j'avais envie de vous montrer. Juste pour revenir rapidement sur le fil d'Ariane, pourquoi ça peut être utile quand on a beaucoup de pages. Si je refais, voilà, je vais remettre mes pages, donc là je suis en train de tout glisser dans la page 2,
Donc normalement, en dessous, voilà, toutes mes pages ont été glissées là-dedans. Je vais aller plus loin, je vais mettre la page 1 et le guide Notion dans la page 3. Et je vais mettre maintenant la page 1 dans le guide Notion. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je vais sur la page 1, vous voyez qu'ici, c'est ça le fil d'Ariane. Ce qui me permet de savoir où je me situe par rapport à mon espace de façon générale et de retourner sur la page qui m'intéresse. Quand on commence à avoir beaucoup de pages, beaucoup d'informations, ça peut être très pratique. Là, je clique dessus, j'ai la page qui manque. Alors parfois, il y en a même beaucoup plus quand il y a différents niveaux de lecture, mais je peux retourner sur cette page-ci ou sur la page mère, qui est la page 2, et toutes mes pages sont ici, à l'intérieur de celle-ci. C'est à peu près tout ce dont j'ai envie de vous parler. Boutons, à la limite, mais encore une fois, c'est plutôt pour des automatisations, juste pour vous montrer un exemple d'utilisation, parce que pour une utilisation personnelle, c'est pas vraiment nécessaire, ça peut être anecdotique, enfin gadget un petit peu, mais en réalité on n'a pas vraiment besoin. Si je retourne sur cette page planning commun, nous par exemple, tout bêtement, on a créé des boutons pour automatiser la création d'un nouveau bloc de temps, puisque c'est ici qu'on va rentrer ensuite nos blocs de temps. Je clique sur bloc de temps lore et vous voyez qu'automatiquement ça me crée une checkbox avec du bleu, parce que je suis en bleu, Queen est en rose, ça nous permet de différencier. Je mets ce que je vais mettre dans ma to-do et ensuite je le glisse en dessous. Vous voyez, par exemple, on construit comme ça notre planning. C'est un exemple de bouton. Il y a d'autres boutons qui vous permettent d'ouvrir certaines pages, d'accéder à différents endroits. Pour moi, honnêtement, c'est plutôt du gadget lorsqu'on a une utilisation personnelle ou en tout cas de base. Donc voilà un petit peu pour les boutons. Je retourne dans mon espace. Donc ça, je peux supprimer. Voilà un petit peu pour tout ça. Ce qui m'amène à une autre partie de cette vidéo qui concerne les bases de données. Les bases de données, c'est vraiment l'une des grandes forces de Notion, c'est l'un des atouts majeurs de l'outil, c'est pour ça que autant de monde l'utilise, y compris dans des grandes entreprises où il y a énormément de monde qui travaille ensemble, etc. Là, encore une fois, je veux juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que peut être son utilité, pourquoi utiliser des bases de données, et ensuite je vous laisserai, si vous le souhaitez, aller voir par vous-même des tutoriels beaucoup plus avancés pour créer des bases de données plus complètes, etc. Là on va juste voir vraiment la base. Comment je crée une base de données? J'avance, je mets un slash, j'ai passé, vous l'avez vu tout à l'heure, toute une partie, on a les blocs de base, on a l'IA, les médias, et on a base de données, avec plein de vues, ce qu'on appelle des vues. En réalité, peu importe celle que vous choisissez, vous pourrez changer ensuite. Une base de données, ça va être une liste, on va pour l'instant se limiter, on va dire, à un tableau, avec plein de données que vous allez pouvoir rentrer sur plein de sujets différents. Ça peut être des noms, comme je vous disais, nous par exemple chez Lona, on a une base de données clients, donc on a la liste de tous les clients, et puis à côté, on a leur numéro de téléphone, leur adresse mail, etc. Vous voyez ça comme un Excel, vous voyez ça comme un tableau dynamique. C'est la grande différence avec le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Vous vous souvenez, il y avait le module tableau qui doit être ici, où on peut créer un tableau, mettre des colonnes, etc. Mais là, il faut toujours noter manuellement. On ne peut pas déplacer les lignes comme on veut. On ne peut pas mettre plus d'informations sur un client. Si je mets le nom de mon client ici, je peux mettre que son nom. Mais où est-ce que je mets toutes les informations qui lui correspondent? Ça ne correspond pas à une page. Alors qu'une base de données, ça va créer une page par client. Si je veux créer une base de données, pour aller plus vite, je peux taper base de données. Vous voyez, on a intégré pleine page. Je vous inviterai à créer des bases de données pleine page. C'est quoi la différence? Intégrer, ça va simplement intégrer un aperçu d'une base de données dans la page que vous êtes en train de construire. Sauf que des bases de données, ça peut devenir très gros. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir une page entière dédiée à la base de données. Ça ne vous empêchera pas, ensuite on le verra, d'intégrer un aperçu de cette base de données qui existe en page complète dans une autre page. Donc si je clique là-dessus, base de données pleine page, automatiquement, il m'a créé une vue qu'on appelle table. Je peux l'appeler base de données 1. Et vous voyez déjà là, on comprend hein, l'idée de tableau. Je vais pouvoir choisir, on va mettre données 1, en dessous données 2, et puis données 3 par exemple. Donc encore une fois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des noms, ça peut être des factures. Alors personnellement, pour moi, Notion ne remplace pas Excel et je ne fais pas ma facturation sur cet outil. Je sais que des personnes le font, donc c'est totalement possible. Il faudra maîtriser un peu mieux les formules, les calculs, etc. sur Notion, mais ça se fait. Ça peut être à titre plus personnel, les livres que vous avez lus, etc. Et vous pouvez construire ainsi... mettre autant de données que vous voulez, et c'est dynamique dans le sens où je peux ensuite les déplacer, ou si je clique sur données 3, ouvrir, j'ai une page qui s'ouvre. Alors j'en ai aperçu de ma page, hein, je peux l'ouvrir en grand ici. J'ai mon fil d'Ariane pour retourner sur mon tableau. Donner une pareil, j'ai à chaque fois une page et je peux mettre autant d'informations que je veux à l'intérieur. Je peux lui mettre une icône comme on a vu tout à l'heure. Je peux mettre une image de couverture et donc dans cette base de données, chaque donnée
a sa propre page, ce qui n'est pas le cas si vous avez un tableau. Pour chacune de ces données que je vais noter, je peux aussi donner différentes propriétés. C'est-à-dire que là, automatiquement, j'ai une seule colonne qui est étiquette. Ça peut peut-être vous intéresser, moi personnellement ça ne m'intéresse pas beaucoup, je peux changer ça. Si ce sont, imaginons, des personnes, je peux très bien du coup me faire modifier la propriété, je vais avoir leur email, je modifie la propriété, et c'est là où ça devient plus complexe si on veut creuser. Si je clique sur le type de propriété que je veux, je clique, il y a énormément de choses. Je vais me déplacer par là, on va recommencer. Email, pour modifier la propriété, type de propriété. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Du texte, c'est simplement une information quelconque. Un nombre, ça porte bien son nom, c'est pour un nombre. Sélection, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs catégories. Vous souhaitez ensuite filtrer vos personnes. Voilà, on a des personnes, mais ça peut être vos documents, vos projets par catégorie. Donc vous allez pouvoir définir des catégories. Par exemple, catégorie 1, et puis en dessous, catégorie 2. Voilà, et ensuite pour chacun de mes projets, je peux choisir une ou deux. Et donc ces sélections, je peux en choisir qu'un seul. Si je mets si je mets deux maintenant, le 1 va disparaître. Et ça me permet ainsi de voir la différence, de segmenter, de catégoriser mes différentes données, et ça nous permettra ensuite, on le verra, de filtrer pour n'afficher qu'un type de catégorie. Je modifie encore, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai sélection multiple, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que vous pouvez en avoir plusieurs en même temps. Là où aujourd'hui, sur la donnée 3 par exemple, si je clique sur catégorie 1, ma catégorie 2 disparaît, et bien si je fais sélection multiple, je peux avoir catégorie 1 et catégorie 2 en même temps. En gros, on peut avoir plusieurs catégories pour une seule donnée. État, ça peut être pour tout ce qui est statut, on le verra juste dans un exemple tout à l'heure de calendrier éditorial, quand on est en train d'écrire un contenu pour un blog, pour une vidéo YouTube, pour un contenu quelconque, ou même un projet qui est en cours, on peut choisir ici, commencer, en cours, terminer, et changer la couleur, supprimer, changer le nom, si je préfère mettre fini, par exemple je vais mettre fini, pourquoi pas. Je le laisse de base, alors ça du coup j'en ai plus besoin, je peux les supprimer, je peux mettre autant de statuts que je veux, je laisse comme ça, et si ensuite je clique dessus, vous voyez, fini, pas commencer, toujours utile pour déjà avoir visuellement directement un aperçu de où en est le projet, et puis ensuite on le verra pour toujours pouvoir filtrer. Si je retourne dans mes propriétés, date, ça affiche simplement une date. Personne, si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez indiquer par exemple qui est en charge de ce projet-là ou qui a fait ça, et ça indiquera le nom de la personne. Fichier média, c'est pour attacher par exemple une pièce jointe à une base de données, imaginons une facture, ou imaginons une photo de profil, ou une image. Case à cocher s'il y a besoin, un URL, et là en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est un email. Et je peux ensuite mettre les emails. En fait, qu'est-ce que ça change? Ça fait des liens. Bon là, en l'occurrence, c'est pas des emails, mais normalement, si je clique dessus, je mets mon adresse, et puis ensuite, ça me les répertorie en ligne. Je peux avoir aussi, on a vu, les téléphones. C'est des paramètres assez classiques pour le coup. Formule, relation, on n'en parlera pas. Tout ça, après, c'est un petit peu plus poussé. Je peux par contre avoir qui a créé cette donnée-là, quand. Si je fais créer par, ça va être moi. Si je fais quand, on va voir la date d'aujourd'hui. Hop, créé par, date de création, voilà, et puis on peut avoir aussi dernière modification, ce qui peut être intéressant pour garder un historique et savoir quand est-ce que vous avez modifié quelque chose. À savoir que vous pouvez ajouter des propriétés quand vous le voulez, c'est-à-dire que même si aujourd'hui vous mettez que 2 propriétés, si dans 3 mois vous avez besoin de nouvelles propriétés, vous cliquez simplement sur plus et vous créez autant de propriétés que vous souhaitez. On peut avoir l'email, plus je peux avoir aussi le téléphone, hop, et puis je peux avoir l'URL, si c'est un client, je peux avoir son site, s'il a un site, URL, je peux mettre site, et puis je peux mettre, plutôt que la date, je peux mettre statut, pour savoir où j'en suis avec ce client, par exemple en cours, suivi, accompagnement en cours, ou terminé, ou appel découverte mais n'a pas rappelé. Ça me permet de garder une trace de ce qui s'est fait et de ce qui va se faire. Donc c'est vraiment pour une introduction de base aux bases de données. La meilleure façon de faire, c'est de vous montrer des exemples, si on retourne dans les modèles pour le coup, parce que c'est vrai que dans les nôtres, c'est assez privé, mais si on retourne dans des choses classiques, on a vu tout à l'heure calendrier pour les réseaux sociaux. Ça, c'est une base de données. Vous voyez, si je fais obtenir le modèle, il va me le copier-coller, donc une nouvelle page ici.
voyez que là, on a exactement ce qu'on vient de voir, c'est une base de données qui a été créée, on a mis une petite icône, on l'a appelée calendrier des médias sociaux, on a créé des pages à chaque fois, on lui a donné nom, le statut, vous voyez, idée, publier, rédaction, je clique dessus. Si je me dis, de toute façon, moi, je mets pas d'informations pour planifier, je fais modifier la propriété, et puis je peux, s'il veut bien, planifier, hop, je peux supprimer ici planifier, parce que de toute façon, je n'utilise pas. Donc je clique sur supprimer. Je peux même changer la couleur si je veux que rédaction soit en orange. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez ensuite adapter les différents modèles que vous trouvez. Je peux changer la date, donc choisir ici. Je ne m'attarderai pas non plus sur toutes les fonctionnalités. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse. C'est assez intuitif. Rappel, date de fin, inclure l'heure, etc. C'est juste pour préciser l'heure de la date. La sphère, c'est une catégorie. Donc là, en fait, c'est une sélection qu'il a mis. Et vous voyez que c'est une sélection multiple parce que je peux à la fois mettre la sphère produit et marque en même temps pour une seule, enfin pour une même donnée qui est le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. La plateforme, donc là aussi, c'est des posts, hein, on est sur un calendrier. Donc en gros, ce post-ci, je vais le publier sur Twitter et sur LinkedIn. Besoin de visuel, ça c'est des fameuses cases à cocher. Et vous mettez en fait ce que vous voulez. Et si je clique dessus, ouvrir, logiquement, j'ai le contenu. Donc là, c'est un tutoriel Notion, donc forcément, ils vous mettent un peu de ce qu'ils veulent, mais vous supprimez ça, vous pouvez l'ouvrir en grand, moi ça me dérange pas de travailler sur un demi-écran, et puis vous notez votre texte où vous retrouvez vos informations. Un autre exemple peut-être de modèle, sur un peut-être plus personnel, hein, parce que c'est vrai que pourquoi pas, moi j'utilise beaucoup Notion aussi à titre personnel, liste de lecture, imaginons, je clique dessus, obtenir le modèle. Vous voyez que là on est sur des bases de données toutes simples, mais je trouve que c'est aussi les plus pratiques. Et vous avez là à chaque fois simplement les listes de lecture. Alors il s'agit principalement d'articles, mais aussi des livres. Et je peux, voilà, le type, donc là on a une sélection, certainement une sélection cette fois-ci unique. Voilà, si on peut pas être à la fois un livre et un article, un film, imaginons. Le statut, la note, l'auteur, terminez-le, le lien pour accéder au contenu. Et puis c'est tout, je pourrais ajouter autre chose. Moi, si je voulais l'année de publication, par exemple, je pourrais simplement faire nombre et mettre année de publication. Et je peux ensuite ajouter l'année, je peux la mettre en avant parce que ça m'intéresse. Plus, je le mets là, je réduis, je construis un petit peu mon tableau comme je le souhaite. Hop, et je peux cliquer dessus. Et ensuite, on a une table de matière, les notes, les principaux points à retenir, les citations, les résumés, etc. Donc là, c'est un modèle, encore une fois, qui a été fait pour vous. Si on reprend juste notre base de données à nous, et on pourra utiliser ces deux modèles pour illustrer 2-3 choses que j'ai encore envie de vous montrer. Qu'est-ce qui est intéressant aussi pour ces bases de données, comme je vous le disais, c'est que vous allez pouvoir changer le type de vue et trier vos éléments. Première chose, qu'est-ce que j'entends par vue? Ici, on a un tableau, mais il est possible de voir une même base de données de façon différente. Je clique sur le plus, qui veut dire nouvelle vue. Je peux choisir le type de vue qui m'intéresse. Il m'a créé automatiquement une table, je n'en veux pas, je fais modifier la vue. Disposition, je reviens là où j'étais, et je peux choisir par exemple un tableau Kanban. Tableau Kanban, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un tableau qui se présente cette fois-ci avec le statut, et je peux venir déplacer les différentes données. Si je clique dessus, j'arrive toujours sur ma page. Hop. Et ce qui me permet, par exemple, pour une liste de projets ou d'objectifs, de voir ce qui est en cours, d'avoir une vision d'ensemble plus épurée. Je peux compléter même d'ailleurs cette vue. Alors, il y a énormément de choses, hein, vous le voyez, j'ai pas envie de vous perdre dans plein de trucs, mais je peux, par exemple, choisir d'afficher différentes choses. Si je clique dessus, vous voyez, aperçu de la carte, je pourrais très bien avoir image de couverture. Donc là, j'avais mis une image de couverture, pas sur celle-ci, donc j'ai mon image. Visuellement, ça peut être plus sympa. Je peux avoir quelque chose de grand ou de petit. C'est des petits réglages, si jamais ça vous intéresse, c'est plus anecdotique, je vous invite à fouiller. Je peux grouper par email, par statut, hein, parce que j'avais pas changé le nom, mais je peux aussi grouper par site, par exemple. Et donc là, en soi, c'est pas des catégories, donc ça fonctionne pas. Je crois que j'avais laissé de catégories. Donc il n'y a que email qui fonctionnera. C'est pour ça qu'il l'a fait automatiquement par email. Mais si vous créez différentes catégories, si vous avez dans votre table une section, si on fait un exemple, si je crée une nouvelle propriété, si je fais sélection multiple, catégorie, je remets mes catégories. Une et catégorie 2. Et là ensuite on va mettre catégorie 1. Si je reprends mon tableau Kanban, là je change cette fois-ci la disposition,
Grouper par email, non, maintenant je veux grouper par catégorie. Et vous voyez que là j'ai ma catégorie 1, ma catégorie 2. Et si j'avais plein de catégories, j'aurais tous mes documents dans la catégorie correspondante. Et vous voyez, hein, déjà on commence à voir à quel point on va pouvoir visuellement créer ce qu'on a envie et organiser notre espace. Donc ça c'est le tableau Kanban. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Encore une fois, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à vous toucher un petit peu à tout ça, voir un petit peu ce que ça fait. Je peux aussi avoir une chronologie. Chronologie, alors ça fonctionne s'il y a des dates, mais par exemple tout ce qui est rétro-planning, si vous travaillez en entreprise et vous avez déjà travaillé sur des projets de ce type, vous pouvez avoir les dates qui vont s'afficher. Peut-être que sur un des deux exemples, il y a un rétro-planning. Non, la liste de lecture, il n'y a pas de raison qu'il y ait un rétro-planning. Bon, c'est pas forcément une vue qu'on utilise beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder d'autres modèles où il y a des chronologies, mais pour le coup, c'est plus spécifique. Si je fais modifier la vue, disposition toujours, calendrier. Là, ça peut être intéressant pour tout ce qui est planning éditorial, justement. J'ai pas mis de date ici, c'est pas pertinent. Mais si on va là, c'est finalement comme ça que ça se présente. Toutes les publications, on a notre tableau. Vue calendrier, on a le calendrier avec toutes les publications à venir. Pourquoi on voit rien? Simplement parce que là, on est en août 2022. Si je change les dates, que je mets la date d'aujourd'hui, imaginons, hop, même le 12, pourquoi pas, le 12 janvier 2024, cette fois dans ma vue calendrier, vous voyez que ça a apparu ici. Et je peux ensuite avoir comme ça tous mes éléments qui sont affichés dans cette vue calendrier. Je peux même changer, toujours dans les réglages, ce que je veux afficher. Vous voyez que propriété, 2 affichés. Ici, on voit le titre, on voit la plateforme et on voit besoin ou non de visuel. Peut-être qu'on peut se dire, moi, besoin de visuel, je ne veux pas le voir, ça ne m'intéresse pas, je peux le masquer. Par contre, j'ai envie de voir la date. Le statut plutôt. La date, c'est pas très pertinent dans un calendrier. Et vous voyez que là, le statut est affiché. Et je peux ainsi afficher ce que j'ai envie d'afficher dans l'aperçu pour aller plus vite. On peut aussi juste laisser le titre. Donc ça, c'est pour la vue calendrier. On a aussi, si on retourne dans notre exemple, une vue liste, donc qui est très simple, hein, qui nous permet de segmenter aussi par catégorie ou non. Il me semble que si je veux juste une liste, je peux ne pas grouper par catégorie, mais grouper par aucun. Et comme ça, j'ai juste ma liste qui s'affiche ici. C'est plus épuré que le tableau. Vous avez moins d'informations. Parfois, ça peut être utile. Moi, je l'utilise de temps en temps. Vous avez aussi, dernière vue, la galerie. Donc là, on a des images qui vont s'afficher avec les photos de couverture, qui ne s'affiche pas ici parce que je n'en ai pas mis, mais ça vous permet en fait d'avoir une... par exemple, si c'est de l'inspiration ou si c'est des images, de voir toutes les images les unes après les autres, ça peut être intéressant dans certains cas. Voilà un petit peu pour les vues. Ce qui nous intéresse ensuite, ça va être tout ce qui est filtre et tri. Vous voyez les 2 boutons ici. Ça porte très bien son nom, c'est comme sur n'importe quel autre outil, c'est un Excel, c'est d'autres outils de type de base de données, de tableau. Je clique sur filtrer, je peux filtrer par email. C'est un peu trompeur, j'aurais dû l'appeler statut, hein, mais vous voyez, par exemple, je peux choisir juste affiche-moi seulement ceux qui sont à faire. Et vous voyez que les 2 autres ont disparu. Je peux afficher plutôt les à faire et en cours. Ou alors je peux afficher seulement celui qui est terminé. Et comme ça vous permet de ne pas avoir toujours un très grand tableau, d'afficher juste ce qui vous intéresse. Je peux aussi trier, plus simplement. Donc là, je ne veux plus de filtre, effacer la sélection. Donc j'ai bien toutes mes données. Je peux simplement trier avec, par exemple, c'est pas très pertinent ici, on va regarder plutôt le calendrier, toutes les publications. Là, je peux... Alors, c'est déjà trié, on le voit, c'est déjà trié par date. Là, c'est pertinent. Vous voyez que c'est bien le premier, enfin, chronologiquement, qui apparaît. Et ensuite, c'est l'historique. Et je peux très bien faire en ordre croissant, si j'ai envie, pour inverser. Je pourrais aussi très bien filtrer en lui demandant de m'indiquer uniquement les posts LinkedIn. Vous voyez, et tout le reste sort. Encore une fois, c'est pour épurer la vue et ça me permet de mettre plein de choses dans mon tableau et pour autant de pouvoir vraiment visualiser uniquement ce qui m'intéresse. L'erreur sur Notion, ce serait d'avoir plein de tableaux différents avec par exemple ce que je vais mettre sur LinkedIn, ce que je vais mettre sur Twitter, ce que je vais mettre sur Instagram ou ce que je vais mettre sur mon blog, alors que c'est beaucoup plus pratique pour tout retrouver ensuite et pour faire des liens, etc. De tout mettre dans un tableau, mais plutôt de les séparer ou de les catégoriser avec ce genre de propriétés et puis ensuite de les filtrer. Pour vous montrer un exemple vraiment de mise en pratique, si je retourne sur notre espace, si je vais sur notre calendrier de contenu, vous voyez que nous on a un tableau ici.
le global qui reprend tout ce que on a créé en fait sur n'importe quelle plateforme, Instagram et LinkedIn uniquement dans ce calendrier. Donc vous voyez que on met un peu plus d'informations pour savoir où ça en est, pour préciser la plateforme. YouTube, moi je préfère avoir quelque chose en forme de tableau. Donc là j'ai que du YouTube, newsletter, j'ai que les newsletters, etc. Et donc ça c'est en fait à chaque fois on a créé une nouvelle vue, on a appliqué un filtre ou un tri, ou parfois les deux, et on a enregistré. Et ça nous permet ensuite, dès qu'on y revient, de retrouver la vue qu'on cherche sans avoir à chaque fois à refaire le filtre, à refaire le tri, etc. C'est enregistré tel quel et ça va beaucoup plus vite. Si je retourne sur notre espace, voilà un petit peu pour la base de la base dans tout ce qui est base de données. Si maintenant, juste on a cette base de données, on souhaite l'intégrer sur une page. Là, je vous ai dit, on a créé une base de données page. C'est-à-dire que cette base de données, c'est une page. Maintenant, si on est sur notre page 2, hop, la base de données, elle est là. Mais si j'ai envie de l'afficher dans un contenu autre, je tape base de données, je descends, et là, vous voyez, vue liée de base de données. Je clique dessus, et là, il me demande quelle vue tu veux, de quelle base de données, celle qu'on vient de créer, à la limite, et pourquoi pas l'un des exemples qu'on a là, calendrier des médias sociaux. Et vous voyez qu'automatiquement, il me propose un exemple de vue, et je peux choisir la vue qui m'intéresse parmi celles qui existent déjà, ou en créer une nouvelle. Statut par plateforme, vue du calendrier, toutes les publications, besoin de visuel, etc. Ouais, vue calendrier. Je le laisse. Et cette fois-ci, cette base de données, elle est vraiment intégrée dans ma page et je peux avoir autant de contenu que je veux autour. Je peux même m'amuser à la réduire en l'organisant un petit peu différemment. Par exemple, en mettant ça ici et ensuite je peux la glisser en dessous. Vous voyez, et là, elle est ici et je peux, pour vous arriver un peu mieux. Bon, c'est pas très pertinent, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez remettre un petit peu en page comme vous le souhaitez. Un dernier point sur les bases de données, c'est que vous voyez que si jamais je veux créer une nouvelle donnée dans mon tableau, alors soit j'appuie sur nouveau et ça me crée automatiquement une ligne, soit je clique sur nouveau. Ici, ça me crée aussi une ligne, mais cette fois ça m'ouvre la page automatiquement. Je peux mettre données 4, je peux remplir les différentes informations ici, choisir une date, mettre mon email, choisir la catégorie, et puis remplir mon texte et les informations que je veux. Là, vous voyez que c'est vide. Ce qui est possible de faire, et ce que Notion nous invite à faire ici, c'est de créer un modèle. Si vous souhaitez qu'à chaque fois que vous créez une nouvelle ligne dans votre base de données, vous ayez déjà un template ou une construction préparée, parce que c'est toujours le même genre d'informations que vous mettez. Imaginons un article, vous souhaitez avoir le titre de l'article, etc. Je peux cliquer sur créer un modèle. Dans ce cas-là, on sera sur un modèle d'article. Et je peux mettre ce que je veux, je peux mettre des titres. Donc on a vu dièse pour un titre 1, titre de l'article. Je peux mettre ensuite, pourquoi pas, contenu de l'article. Ça peut être des choses beaucoup plus poussées, là c'est vraiment juste pour un exemple. Et puis peut-être on va mettre dièse, mots-clés SEO, imaginons. Et puis ça, pourquoi pas l'avoir plutôt sur le côté. Donc là j'ai mon titre, là j'ai mon contenu. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus joli, mettre des couleurs, hein, on l'a vu, si je préfère mettre des couleurs, je fais un encadré. Alors soit, peut-être, je peux le remontrer, je mets une couleur ici, je peux mettre le fond, hein, le titre en couleur. Soit, personnellement, pour structurer, je préfère faire des encadrés. Et donc, je fais un encadré, je l'appelle mot-clé, SEO, je mets ça en jaune, voilà, et puis je vais même aller plus loin, mot-clé 1, mot-clé 2. Donc c'est vraiment pas forcément pertinent ici, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu en termes d'utilisation. Voilà, et puis imaginons que ce modèle-ci me convienne, je peux simplement faire retour. Il sera automatiquement enregistré. Je fais retour, je quitte. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je fais nouveau? Vous voyez qu'automatiquement, il me propose le modèle que j'ai créé. Je peux en créer autant que je veux, parce que par exemple sur un calendrier éditorial, nous sur notre calendrier éditorial, on a un modèle pour les articles, on a un modèle pour les vidéos YouTube, on a un modèle pour tout type de contenu. On n'utilise pas beaucoup sur nos calendriers éditoriales, mais ça nous est très utile par exemple sur les clients. Dès qu'on a un nouveau client, on a un modèle client qui nous permet d'avoir toujours les mêmes documents, les mêmes sections pour chacun de nos clients, et de ne pas avoir à faire des copier-coller tout le temps. Donc là je clique sur article, vous voyez qu'automatiquement il va charger ce que je viens de créer, et j'ai mon contenu de l'article et je peux simplement compléter. Donc ça peut être intéressant. Et là, on a donné 5. Voilà, c'est vraiment le dernier point que je voulais voir avec vous sur tout ce qui est base de données. Je
peux même changer l'icône directement ici en mettant ça par exemple. Et je peux bien sûr toujours, hein, si je veux, réorganiser à n'importe quel moment. Ce qui m'amène maintenant à vous parler donc de partage, de commentaires, on va dire d'espace collaboratif. Sans parler de créer un espace d'équipe, de travailler à plusieurs, etc. Il peut arriver que vous travaillez avec quelqu'un sur un document précis, où vous ayez envie d'avoir un retour, de commenter, même peut-être pour vous, ou en tout cas de partager ce que vous faites à quelqu'un. Donc si on retourne sur la page de travail, c'était celle-ci. Première chose à savoir, c'est pour tout ce qui est commentaires, mentionner quelqu'un, ce sont les fameuses notifications qu'on reçoit ensuite ici. Comment je fais? Je choisis un élément sur lequel je souhaite commenter. Je surligne par exemple, et vous voyez que là j'ai commenté. Donc c'est aussi simple que ça. Ça m'ouvre une petite fenêtre à droite et je peux ajouter un commentaire et l'enregistrer en appuyant sur la petite flèche. Je peux faire ça pour n'importe quel type de document, donc type de bloc je dirais. Donc là on a du texte, est-ce que j'ai laissé une image? Non, mais même si je voulais commenter une image, je fais image, je vais intégrer une image d'Unsplash, n'importe laquelle, je la charge, hop, et vous voyez que si je passe ma souris dessus, commentaire, je peux commenter. Je peux aussi, même dans mon commentaire, joindre un fichier. Et ce que je peux faire aussi, qui peut être intéressant, c'est que si vous avez partagé, je vous montre ça juste après votre page à quelqu'un, vous pouvez le mentionner. Moi, par exemple, là, si je clique sur l'arrobase, soit je clique dessus, soit je le tape, je peux inviter des personnes. En l'occurrence, je suis toute seule sur mon espace, donc je fais inviter, j'envoie une adresse email, et ça va envoyer un email à la personne. Si je suis sur un espace avec d'autres personnes, que ce soit mon espace avec Colline, et c'est aussi un espace avec des pages qu'on a partagées à d'autres personnes, il va me proposer automatiquement ces personnes en question, et je peux les mentionner comme ça, j'en fais enregistrer, et cette personne va recevoir une notification. En l'occurrence, c'est moi, ça fonctionne pas, mais dans l'idée, vous pouvez ainsi notifier n'importe qui pour avoir un avis, et que la personne vienne vous répondre. Je clique dessus, je fais répondre, j'enregistre, et on peut avoir une conversation comme ça indéfiniment. Donc voilà un petit peu pour très simplement tout ce qui est commentaire. À savoir que je peux notifier une personne, même en dehors d'un commentaire. Donc là, je peux noter simplement, je fais mon arrobase, et de la même façon, je peux inviter une personne. Je peux aussi noter la date d'aujourd'hui, bon, peu importe. Ça veut dire que ça changera à chaque fois, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais sinon, voilà, j'invite qui je veux par adresse email, ou les personnes qui ont déjà été invitées, elles apparaîtront automatiquement. Et ensuite, je mets mon texte. Et la personne va recevoir une notification de la même façon que si c'était un commentaire. Donc ça peut être tout aussi intéressant. Donc ça c'est pour les commentaires. Je peux aussi commenter une page. Là j'ai commenté un élément de la page. Comment je commente une page? Je passe ma souris ici, en dessous de l'icône, ajouter un commentaire. Et là je peux avoir une ribambelle aussi de commentaires. Je peux mentionner, je peux mettre des fichiers et je peux avoir une conversation comme ça avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre pour commenter une page précise. Si je travaille à plusieurs ou si j'ai envie de partager justement ma page pour que la personne puisse laisser des commentaires, je peux partager chacune de mes pages indépendamment, ou si je partage cette page-ci, je vais automatiquement partager les pages filles. Donc ces deux pages, la base de données et la vue de calendrier, ces deux pages-ci. Comment je fais pour partager une page? J'ai le bouton là-haut, partager tout simplement. Je clique dessus. Je peux mettre un email et donc la personne va recevoir l'invitation par email de Notion, c'est automatique. Elle clique dessus et elle aura accès à la page que j'ai souhaité lui partager. À savoir que la personne devra créer un compte Notion gratuit, se connecter avec son adresse email pour prouver que c'est bien elle et que n'importe qui n'y ait pas accès puisque vous avez bien invité une seule adresse email ou plusieurs, mais en tout cas des adresses email précises. Si j'ai pas envie d'envoyer un email, je peux aussi partager un lien. Je fais copier le lien ici, automatiquement ça copie-colle le lien qui est au-dessus en fait, et je peux ensuite le partager. À savoir que si je le partage en laissant comme ça, si la personne n'a pas été invitée par email en amont, elle ne pourra pas y accéder, il y aura un message d'erreur. Donc si je veux qu'elle y ait accès, je peux faire toute personne disposant d'un lien vers l'or, et dans ce cas-là, cette personne aura bien accès. D'ailleurs, ma page, vous voyez, elle est passée dans espace de travail, donc en gros, espace partagé. On peut avoir des invités. C'est pas pareil qu'avoir quelqu'un qui travaille sur votre espace, vraiment en espace d'équipe. C'est plutôt quelqu'un qui va pouvoir simplement venir commenter et visionner. Elle va pas pouvoir modifier votre page. Si je clique dessus, vous voyez qu'effectivement, accès complet peut modifier, ça en bonus. Ça, c'est dans le forfait supérieur, où là, vous pouvez travailler de façon collaborative sur une page. Dans la version gratuite, vous pouvez simplement commenter. Donc elle pourra surligner et mettre des commentaires sur ce que vous lui partagez, ou afficher, visionner, elle pourra juste regarder. Donc là vous choisissez ce que vous voulez, donc en gros commenter ou accès complet ça revient au même dans la version gratuite. Je peux mettre accès complet, je copie-colle le lien, je lui partage, la personne elle y a accès.
Dernier moyen de partage, c'est ce qu'on appelle la publication en ligne, et c'est vraiment donner l'accès au public. À partir du moment où le public a le lien. Ça peut être intéressant, comme je vous le disais un peu plus tôt, on a des gens qui créent une espèce de site internet sur Notion et qui veulent le publier et qui mettent leur lien sur un autre site, sur leurs réseaux sociaux, n'importe où, et la personne peut venir naviguer sur leur site, c'est-à-dire dans leurs différentes pages Notion. Comment je fais ça? Je vais sur ma page, je clique sur publier, et on a publié sur le web, et on peut simplement cliquer dessus. Donc on a ensuite un lien direct. Dans la version gratuite, dans la version payante, pardon, il est un peu plus beau parce qu'il porte votre nom, etc. Je crois qu'il y a des fonctionnalités plus intéressantes, mais il n'empêche que pour commencer, pourquoi pas, je prends ce lien-ci, et si je le copie-colle ensuite dans une autre fenêtre, vous voyez que là j'ai copié-collé le lien, donc la personne qui se connecte, elle aura accès à cette page de cette façon. Pas forcément en noir, moi c'est parce que mon ordinateur est en noir en dehors de Notion, donc c'est pour ça qu'il me met automatiquement dans le mode sombre, mais sinon ce sera normal hein, comme vous l'avez partagé. Et puis ensuite la personne peut soit essayer Notion, si elle a envie de venir modifier cette page, ou elle peut la dupliquer sur son espace. Comme je vous montrais tout à l'heure, les gens qui créent des modèles, ils font comme ça. C'est-à-dire qu'ils créent une page, différentes pages, des bases de données, voilà, quelque chose d'assez complet, et puis ils le publient sur le web, et ensuite la personne peut venir dupliquer, et si on clique sur dupliquer, ça va se dupliquer dans notre espace, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est exactement comme ça qu'on a fait tout à l'heure avec les templates. Donc on laisse, et vous voyez que là, page 2, elle s'est recréée automatiquement, c'est exactement celle-ci, hein, mais cette fois-ci c'est celle qu'on vient de dupliquer via le lien public. Donc là je supprime, je n'ai pas besoin. Supprimer. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est partage, et il nous indique bien, attention, cette page est accessible, affichez le site, paramètres du site, pour bien vous rappeler que tout le monde y a accès. Et pour plus de détails, si on retourne dans publier, on a plus de fonctionnalités ici. Vous pouvez changer en fait l'expiration du lien dans la version payante. Vous pouvez aussi autoriser les modifications, autoriser les commentaires, autoriser la duplication en tant que modèle. Parce que bien sûr, peut-être que vous n'avez pas envie que la personne duplique ce que vous avez fait, donc vous pouvez ne pas autoriser la duplication. Et indexation par les moteurs de recherche. Alors là, en général, je déconseille, à moins de vraiment de vouloir créer un site, c'est pour que Google, potentiellement, puisse le référencer. C'est très nouveau, je suis pas sûre que le référencement de ce type de page Notion soit encore vraiment, soit déjà d'actualité, mais peut-être que dans le futur, on aura des sites créés sur Notion qui seront bien référencés, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est partage, et pour vous donner un aperçu des différentes fonctionnalités sur ce point. On a vu tout ce que je voulais vous montrer. On peut faire une petite parenthèse parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Tout ce qui est intelligence artificielle, honnêtement, c'est relativement récent sur Notion, et surtout ça évolue très vite. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise beaucoup. Il me semble que même dans la version payante, il faut passer au forfait supérieur pour pouvoir y accéder de façon illimitée. Je pense que moi, c'est limité. Mais si je clique dessus, en fait, comment j'active l'intelligence artificielle? Je clique sur la barre d'espace. Et là, il me propose pas mal de choses. Vous voyez que je peux traduire, je peux résumer, je peux améliorer le style de quelque chose. Je l'avais déjà utilisé, imaginons, j'ai pas de vrai texte, mais on pourrait très bien sélectionner ce texte-ci, demander à l'IA, améliorer le style, corriger la grammaire à l'orthographe, raccourcir, rallonger, modifier le ton, professionnel, informel, à vous de voir, voilà, ça peut vous être utile. C'est très similaire à ce qu'on peut faire sur ChatGPT. Et puis vous avez aussi... d'autres possibilités ici. Il peut aussi écrire des choses pour vous. Il se peut que si je lui fais un article très basique, parce que là il va être complètement perdu, j'ai mis n'importe quoi comme texte, article de blog numéro 10, si je supprime ça, et je lui demande un article, comment... C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ok. Et là, article de blog, comment faire du popcorn maison. Et je les laisse chercher. Et vous voyez qu'il m'écrit un article. Ça fonctionne sur tout type de sujet, ça peut être très pertinent, ça peut vous aider à écrire. Moi, personnellement, j'utilise pour l'instant encore pas mal ChatGPT. Mais ça peut être une alternative, c'est un gain de temps vu que tout est sur le même outil. Par exemple, si je choisis ça, je peux lui demander de le rallonger. Demander à l'IA, rallonger, imaginons. Donc là, je laisse écrire, donc il rallonge. Et je peux ensuite valider ou réessayer. Là, pour l'instant, on va le laisser. On va dire qu'on est content. Il rallonge beaucoup. Je vais remplacer la sélection. Je pourrais même intégrer en dessous. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup rallongé.
OK. Je peux aussi lui demander de changer le style. Imaginons cette phrase-ci. Modifier le ton. Amical. Ouais, vous voyez qu'il change un petit peu. C'est vraiment amusant et délicieux avec un peu plus d'exclamation et de rythme dans sa phrase. Et je peux, encore une fois, plutôt remplacer la sélection. Donc pourquoi pas essayer d'utiliser ce genre de... ce qu'on appelle des prompts, ou en tout cas de contenu de l'intelligence artificielle. Ça peut être pertinent dans certains cas, notamment pour ce genre de rédaction de contenu. Je pense qu'il peut aussi être intéressant sur la fonctionnalité de résumé, notamment lorsque vous avez une page très longue. En soi, je pense que ça peut même marcher là-dessus. Si je remonte tout au-dessus, parce que notre article est donc un petit peu long, hop, si je fais espace résumé, il vient de me faire un résumé de tout ce qui est en dessous. Je peux dire terminer, continuer à rédiger, rallonger, réessayer si je suis pas satisfaite. Et donc ça, pour des pages qui sont très longues, ça peut être intéressant, ou pour avoir une introduction. Alors, l'introduction n'est pas forcément un résumé, mais pour avoir en tout cas un petit résumé en introduction d'une page, ça peut être aussi utile. Pareil pour la traduction. Si je fais / traduire espagnol, il va me traduire tout ce qui est en dessous en espagnol. Donc là, vous voyez qu'il m'a même traduit ce qu'il y a là, c'est-à-dire les propriétés. Et puis ensuite, il me traduit toute la recette. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quel point il est rapide. Donc après, la véracité, je vous avoue que je vais pas m'amuser à vérifier si tout est correct là dans son espagnol, mais de toute façon, que ce soit sur cet outil-ci ou le ChatGPT, il n'y a pas encore de vérité absolue et c'est pas des outils qui sont parfaits, donc je vous invite toujours à prendre des pincettes, à prendre du recul et à retravailler, au moins à relire ce qu'on vous écrit, mais vous voyez que c'est quand même assez efficace. On supprime ça. Donc voilà très rapidement les fonctionnalités de l'intelligence artificielle sur Notion. On pourrait en parler dans une vidéo dédiée, c'était pas l'objet ici, mais au moins vous savez que ça existe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais faire une vidéo pour qu'on puisse dérouler rapidement, j'en ai conscience, les différentes fonctionnalités de Notion, mais comment vous ayez une vision d'ensemble et que vous puissiez ensuite prendre la main, vous l'approprier, faire des tests en sachant ce qui est déjà possible de faire et ce qui vous intéresse peut-être plus qu'autre chose. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qu'elle pourrait intéresser, n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous encourage toujours à créer plus de contenu gratuit et je vous dis sinon à très vite dans une prochaine vidéo.